Donc, on y va. Nous aurons, on avait trouvé d de oméga égale à ça. DDS, on avait trouvé DDS égale à R, D de R, fois donc DDS égale à R, R D de R, c'est ce qu'on avait trouvé, D de phi. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé aussi R était égal à donc Z tangente de alpha, tangente de θ, ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé D de R était égal à Z D de θ sur cosinus carré θ. On avait trouvé PM carré était égal à Z carré sur cos carré θ. On avait trouvé aussi, je pense que c'est ce qu'on avait trouvé. Alors, on devait remplacer ça dans l'expression de DDS. En remplaçant l'expression dans DDS, nous aurons DDS égale à donc R c'était Z dans θ, qu'on peut aussi écrire Z sinus de θ, Z sinus de θ sur cosinus de θ. Donc DDS est égal à R qui est égal à Z sinus de θ sur cosinus de θ. D de R c'était égal à aussi Z D de θ sur cosinus carré θ. Ensuite, on laisse le D de phi. Donc voilà ce qui est égal à DDS. Donc DDS égale à Z fois Z, ça fait Z carré sur sinus de θ cosinus au cube de θ, cosinus au cube de θ. Voilà. D de phi. D de phi, D de θ. Ou bien D de θ, D de phi. Voilà. Donc voilà l'expression de DDS. Maintenant qu'on devait mettre dans D de oméga et PM carré. Donc finalement on se trouve avec, donc on va remplacer tout ça dans D de oméga, dans D de oméga, oui. Donc DDS c'est Z carré sinus de θ, donc fois sinus de θ sur cosinus de θ fois D de θ, D de phi sur ça qui est égal à donc sur fois cos de θ, donc au numérateur toujours, fois cosinus de θ, ensuite divisé par PM carré qui est égal à Z carré sur, donc ça c'est cos cube, donc ça c'est cos cube, voilà, sur cosinus carré θ. Donc si nous réarrangeons l'expression, on peut voir que ça va être égal à donc Z carré fois sinus de θ, D de θ, D de phi sur, donc ici on aura cosinus cube θ fois ce Z carré là multiplié par le cos carré. On va multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc fois, il y a le cos ici fois le cos carré là. Donc fois cos carré là. Voilà. Donc on aura D de oméga égale à Z carré sinus de θ, D de θ, D de phi
cosinus cube. Donc, parce que cos fois cos carré, c'est cos cube. Sur cos cube de θ fois z carré. Maintenant, on va procéder à des simplifications. Nous aurons z carré saute, cos cube saute. Donc, finalement, on va obtenir d de oméga égale à sinus de θ, d de θ, d de phi. Voilà d de oméga. Si nous l'insérons ici, nous allons obtenir d de e égale à sigma sinus de θ, d de θ, d de phi sur 4 pi epsilon 0 k. Voilà. Donc voilà ce que nous avons obtenu, donc, qu'on a obtenu comme l'expression du champ élémentaire de E. Maintenant, il nous faudra chercher le champ E. Donc finalement, E va être donc sigma sur 4 epsilon, une constante, on a donc sigma sur 4 pi epsilon 0. Donc nous avons deux variables, nous avons d de phi, d de θ et d de phi. Donc intégrale sinus de θ, d de θ fois l'intégrale de d de phi. Donc, et nous allons chercher les mondes d'intégration. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais ouvrir le micro juste quelques minutes et ensuite on y va. Parfait. Donc, c'est bon, on peut continuer. Oui. Quel DRS? Non, ça a été déjà fait la dernière fois. Ça, on l'avait déjà fait. Non, on avait déterminé cette expression-là. On avait déterminé DRS égale à ça. Ça, on l'a déjà déterminé la dernière fois. Tout ça, on l'a déjà fait. Je ne sais pas si vous étiez là. Quel est DRS? On l'avait déjà fait aussi. Tout ça, ça a été déjà fait. Je ne sais pas si vous étiez ici la dernière fois. Pourquoi j'ai commencé par ici? Donc, ce qui a été fait ici. Oh, donc, ce qui a été déjà fait ici, c'est ce qu'il fallait comprendre. C'est que nous avons notre disque ici. Oui. Oui. Tu dis oui? On a... Oui, oui, je n'ai pas encore déterminé. Je vais déterminer ça tout de suite. Donc, je termine avec ce qui demande. C'est-à-dire qu'ici, on a un disque. Nous avons un disque ici, le centre O. Un disque de centre O. Voilà. Un exemple. Et ici, nous avons donc l'axe X ici, l'axe Y là. Maintenant, ça, c'est la surface. Donc, ça, c'est... On avait pris un élément de surface. Moi, je l'ai pris comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai pris l'élément de surface. Donc, qui est centré en P ici. Et je pouvais chercher donc le centre au point P. Donc, cette distance-là, je l'appelle R. C'est une variable petit r. Et cette petite distance-là, je l'ai appelée d de R. Donc, si tout ça, c'est R, cette petite distance-là va être donc d de R. Maintenant, je vous avais dit que la direction de P, ce qui était là, ça, se souvient donc que j'avais mis que cette distance-là était égale à, donc cet angle-là était égal à l'angle phi, l'angle entre la direction donc, de P et l'axe OX, c'était l'angle phi. Maintenant, cette distance-là, comment trouver cette distance-là, connaissant phi, cette distance-là? Donc, cette distance-là était égale à R, D de phi, parce que si tout ça c'est phi, cette petite arc-là va être sous-tendue par D de phi. Donc, si nous voulons chercher toute cette surface-là, c'est comme si on fait longueur, donc cette distance-là, fois cette distance-là. Donc, c'est ce qui donne toute la surface d de S.
Donc, si nous approximons, nous aurons DDS égale à cet arc-là. Et cet arc-là n'est rien d'autre que R fois la variation de phi qui est égale à D de phi. Donc, R fois D de phi te donne cet arc-là. Donc, c'est R, D de phi. Maintenant, fois la largeur de cette petite distance que je vais appeler D de R. Et ce qui me donne en gros, donc, cette surface-là qu'on appelle D de DDS. Voilà. Ce qu'on a fait pour aboutir à ça, DDS égale R, D de R, D de phi. Voilà. Maintenant, c'est ça qui a été demandé. Maintenant, pour le calcul donc, des bornes d'intégration, pour le calcul des bornes d'intégration, je vais revenir ainsi. Maintenant, je reviens. Maintenant, on a appliqué R égale Z tangente de θ. Cet angle-là, OPM, est un triangle rectangle en haut. Donc, la tangente de θ est donnée par, donc, tangente de θ égale à R sur Z, d'où R égale à Z tangente de θ. Voilà. Maintenant, d de R, on fait la dérivée. Donc, puisque R égale Z tangente de θ, donc d de R égale à, donc Z est une constante, égale à, donc la dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos carré. Mais on dérive par rapport à θ. Donc, on aura d de R sur d de θ. Donc, dérive R par rapport à θ égale à Z cos sur 1 sur cosinus carré θ. Je ne l'ai pas mis parce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, ça veut dire que d de R égale à Z d de θ sur cosinus carré θ. Donc, voilà l'expression de d de R. Voilà. Maintenant, connaissant d de R, connaissant d de R, maintenant d de phi, on garde. On va chercher PM. PM, c'est quoi? Donc, si vous regardez le triangle toujours OPM, PM, c'est l'hypoténuse. Et le cosinus de θ égale à Z sur PM. Cos de θ égale Z sur PM. Donc, puisque cos égale Z sur PM, donc PM égale à Z sur cos carré θ. Z sur cos θ. Puisqu'on a besoin de PM carré, on élève tout au carré. Donc, ça va être PM carré égale à Z carré sur cos carré θ. Et j'ai tout remplacé. J'ai remplacé ça. Donc, j'ai remplacé d'abord DDS par ces expressions. J'ai trouvé ça. Ensuite, j'ai remplacé DDS, PM dans l'expression de D de oméga pour arriver. Donc, j'ai remplacé DDS pour son expression, PM carré pour son expression, et j'ai abouti, et j'ai simplifié. J'ai trouvé ça comme D de oméga. Maintenant, connaissant D de oméga, je l'ai remplacé ici dans D de E pour arriver à l'expression de D de E. Maintenant, ça, c'est le champ élémentaire. Si j'ai besoin de E, je fais l'intégration. J'ai deux variables, j'ai D de θ, j'ai D de phi. J'ai deux variables angulaires, j'ai D de θ, j'ai D de phi. D de θ, c'est dans l'espace, l'angle formé par la direction PM et l'axe OZ. Et phi est l'angle formé par la direction OP et l'axe OX. On a deux variables angulaires, donc on doit chercher quelles sont les limites de ces deux angles. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure là. Voilà. Donc je vais ouvrir le micro avant que depuis la semaine passée. Comment avez-vous dit D de oméga égale D de square? Hein? Si je dois revenir sur ça, vous voulez que je revienne sur l'expression de D de oméga? Non, je suis parti de langue solide. Je pense que je suis parti de langue solide. Bon, c'est un peu long, hein, parce que si je reviens sur tout ça, je risque de ne pas faire l'exercice. Maintenant, ce que je vous donne un conseil, non, je vais refaire ça, mais pas aujourd'hui. Je vais refaire ça intégralement sous vidéo, vous expliquer comment aboutir à ça. Parce que si je reviens sur delta oméga, je risque de ne pas terminer les aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vais revenir sur ça, Inch'Allah. Ok. Maintenant, donc je vais mettre maintenant, on va faire doucement pour arriver aux bornes d'intégration. Parce que c'est très important. Parce que si l'étudiant parvient à retrouver l'expression de D de E, ce qui reste, c'est juste de déterminer les bornes d'intégration. Et je me souviens, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué quelles sont les techniques pour déterminer les bornes d'intégration. Peut-être certains ont vu ça sur YouTube. Je pense que si nous appliquons cette technique-là, on va arriver à déterminer toutes les bornes d'intégration. Donc je vais reprendre le schéma. Je vais reprendre le schéma ici. Voilà. J'ai le disque ici. J'avais mis le point P ici, qui est le centre de la surface.
Maintenant, je vais... Donc, ça, c'était la direction. Voilà. Maintenant, je vais dire que on a un angle phi entre la direction de P, donc OP, et donc ça, c'est l'angle phi. Donc ça, c'est le centre du disque O. Et tout ça, c'est le rayon R. Donc, tous ces extrémités, donc ça, c'est la distance R. Ça aussi, on peut dire que ça, c'est R. Jusque-là, c'est grand R. Voilà. Maintenant, le point M était dans l'espace. Je pouvais calculer le champ, donc créé au point M. Ici, parfait. Maintenant, il y avait l'angle θ dans l'espace aussi. Il y avait l'angle θ ici. Voilà. Maintenant, quels sont les différents déplacements du point P? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Comment le point P peut se déplacer? Donc, la surface du disque. Donc, c'est ça, c'est la question capitale. Quels sont les différents déplacements possibles? Quels sont les différents déplacements possibles du point P à la surface du disque? Donc, le point P est là, on le choisit arbitrairement. Vous pouvez le prendre ici, quelqu'un d'autre peut le prendre là, quelqu'un d'autre peut le prendre ici, etc. Donc, parce que la surface est chargée uniformément, donc le point P peut être n'importe où sur la surface du disque. Maintenant, quels sont les déplacements possibles du point P? Déjà, le point P, pour se déplacer, on peut prendre le point P suivant la direction de. Donc, on prend P suivant la direction de O, c'est-à-dire OP, c'est-à-dire que le point P peut être là, là, ou là, ou là, ou même de là jusqu'à l'extrémité. Mais aussi, il peut se déplacer dans ce sens-là. Donc, P peut être déplacé dans ce sens-là. P peut aussi déplacer dans ce sens-là. Parce que c'est une surface. Soit le P point il est pris dans la direction, ou bien dans cette direction. Maintenant, ou bien, ce qu'il faut comprendre, il peut être pris dans cette direction, ou bien suivant cette direction, ou bien suivant cette direction, ou bien suivant cette direction. Parce que c'est une surface uniforme chargée. Vous pouvez prendre le point P n'importe où. Maintenant, chaque position du point P donc, définit deux angles. Quand le point P est là, l'angle θ va diminuer. Donc, quand quelqu'un prend un point P ici, vous verrez que l'angle θ va diminuer. Quand quelqu'un prend le point P ici, au lieu de là, il le prend là, l'angle θ va être plutôt égal à ça. L'angle θ diminue. Si quelqu'un d'autre prend le point P, ici, l'angle θ diminue encore. Au lieu que l'angle θ, donc, l'angle θ va devenir cet arc-là. L'angle θ va devenir cet angle-là. Voilà. Donc, de plus en plus, vous changez la position du point P, l'angle θ varie. Et vous verrez que, quelle est la valeur limite de l'angle θ? C'est que lorsque vous prenez le point P au centre. Quand quelqu'un prend le point P au centre, l'angle θ, donc quand P est confondu à 0, à l'origine 0, dans ce cas, l'angle θ est égal à 0. Maintenant, si quelqu'un d'autre prend, au lieu de prendre le point P, il prend le point P un peu plus, donc par rapport à, très près par rapport à l'extrémité du disque, autrement dit quelque part ici. Donc l'angle θ va devenir plus grand. Donc va devenir donc cette ouverture-là. Donc ça va devenir cet angle-là. Tout ça va être l'angle θ. Maintenant, si quelqu'un d'autre le prend sur l'extrémité, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un d'autre prend l'angle θ sur l'extrémité ici, quelle est la valeur de l'angle θ? L'angle θ va atteindre sa valeur maximale. Donc l'angle θ va être égal à tout ça. Et le point P, sa position extrême, c'est cette position-là. Ne peut pas aller au-delà de cette position. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de charge. Les charges se limitent ici. Et dans ce cas, l'angle θ va atteindre sa valeur maximale qu'on va appeler θ max, la valeur maximale de θ. Qu'on ne connaît pas puisqu'on n'a pas donné la valeur de θ dans l'exercice. Donc ça, c'est θ max, la valeur maximale. Donc quand point P est confondu donc, à la position R du rayon, donc cette distance P, alors l'angle θ est confondu à θ, est égal à θ max, je veux dire. L'angle θ égale θ max. Et quand P est sur l'origine, l'angle θ égale à 0. Donc voilà les positions, les valeurs limites de l'angle θ, qui sont 0 et θ max. Donc on peut mettre point d'intégration ici 0, et là on met θ max. Voilà. Maintenant, pour phi, parce que ça c'est l'un des déplacements possibles du point P. Le point P peut se déplacer dans ce sens-là, mais aussi en même temps, quelqu'un devrait prendre le point P ici. Au lieu de le prendre suivant cette direction, mais il le prend là. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va varier? Le point P n'est plus ici, mais il est là. Dans ce cas, c'est l'angle phi qui est dans l'espace qui va varier. Donc je vais gommer maintenant cette partie-là. Maintenant, vous allez voir.
Donc, si quelqu'un d'autre prend le point P, au lieu de le prendre ici, il prend le point P ici. Donc, je remets toujours. Donc, ça, c'est le point P que j'avais à l'origine. Maintenant, si quelqu'un d'autre, au lieu de prendre le point P ici, il le prend là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc ce qu'on appelle changement d'angle. Il y a un angle qui va varier. Quel est cet angle-là? Donc, dans ce cas, la direction de PO donc, sera. Donc, c'est ça qui sera P4 PO. C'est ça qui va être PO. Parce que P n'est plus ici, P est là. Mais l'angle phi varie. L'angle phi va varier. Donc, l'angle phi n'est plus, cet angle-là, mais il est juste égal à cette valeur-là. Voilà. Voilà l'angle phi. Voilà. Donc, P, quand le point P se déplace dans ce sens-là, l'angle phi aussi va varier. Maintenant, la question est, quel est le sens positif de déplacement? Parce que le point P peut se déplacer suivant cette direction, dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là. Donc, il nous faut un point de départ. Et le point de départ, je vous l'avais dit, il faut le prendre. Il faut regarder quel est l'angle, quels sont les côtés qui forment l'angle phi. L'angle phi est formé par cette direction-là, donc OP, et la direction OX. Mais regardez bien, si nous prenons l'origine de l'angle, donc lorsque le point P est sur l'axe OX, si nous prenons l'origine de l'angle lorsque le point P est sur l'axe OX, on verra que, on va voir exactement que l'angle phi, quand le point P est là, si nous prenons comme l'origine de l'angle, lorsque le point P est sur l'axe OX, autrement dit, lorsque le point P est ici, cet angle-là est égal à 0. Donc, on déplace le point P de là jusque là, on le met ici. Donc, on verra que cette ouverture-là va être égale à 0. Donc, dans ce cas, OP va être confondu à OX. Donc, puisque OP sera confondu à OX, dans ce cas, quand P est ici, quand P est sur l'axe OX, P sur OX, dans ce cas, l'angle phi, excusez-moi, l'angle phi est égal à 0. Voilà. Quand le point P est sur l'axe OX, l'angle phi va être égal à 0. Donc, phi égale à 0. Voilà. Maintenant, si P, l'origine de l'angle, c'est pris au l'axe, donc sur l'axe OX, on prend l'origine de l'angle sur l'axe OX, P égale phi égale à 0. Il y a deux sens possibles de déplacement. Mais bon, soit vous le prenez dans le sens là, ou bien dans le sens là. Mais dans tous les cas, la valeur limite de l'angle, c'est 0. Maintenant, si le point P quitte l'axe OX, parce que le point P peut être n'importe où sur la surface du disque, il se déplace prend toute cette position-là, vient jusque-là, fait tout ce déplacement, il revient jusque-là, donc il quitte 0, il fait tout le tour là, autour donc, de l'axe Z, il va faire donc une variation maximale de 2π parce que c'est un cercle. Voilà. Si vous prenez de l'autre sens, c'est la même chose sans rien. Donc il quitte 0, fait tout ce tour-là et vient à la même position, on fera une valeur maximale de 2π. Donc quelles sont les valeurs extrêmes de l'angle phi? La valeur minimale, c'est lorsque le point P est sur l'origine. Dans ce cas, l'angle phi est à 0. Et lorsque le point P fait tout le tour, l'angle phi va donner donc 2π. Donc voilà les valeurs extrêmes. Donc voilà les valeurs extrêmes. Voilà donc les, comment dirais-je, les bornes d'intégration. Donc pour les deux variables angulaires, θ et phi. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc c'est bon, on peut continuer. Si vous voulez. Ça veut dire que si vous prenez, justement, c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Il faut regarder, je l'ai même dit dans une vidéo, j'ai dit que regardez l'axe qui forme l'angle et le point P. Ça, c'est PO. L'angle phi est formé par l'axe OX et phi. Donc, ce qui est beaucoup plus judicieux, prenez l'origine de l'angle lorsque le point P est sur le côté, donc sur l'axe, et le point P est sur l'axe. Si le point P est sur l'axe OX, vous verrez logiquement que l'angle phi est égal à 0. Sans problème. Donc, si le point P, parce que phi est formé par l'axe OP et OX, quand le point P est déplacé sur l'axe phi, cette ouverture là va être égale à 0. Et ça va être votre point de départ.
Voilà. Donc, le choix le plus judicieux, et pour ne pas vous fatiguer, regardez l'axe qui forme l'angle et vous prenez le point P sur cet axe-là. Et vous verrez que, logiquement, si P est là, l'angle phi égale 0. Et vous regardez votre sens. Le point P me déplace dans ce sens-là ou dans ce sens, mais ça ne change rien. Dans tous les cas, quand il quitte ce point, il fait le tour, il fera un angle de 2π. Il quitte ce point, il prend le sens là, il fera un angle de 2π aussi. Donc, dans tous les cas, les valeurs limites sont 0 et puis des 2π. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour déterminer les bornes d'intégration. Maintenant, on y va pour les calculs. Donc, on doit chercher D le champ global E. Donc, on va déterminer E. Donc, finalement, on a donc 0 à θ max, on a E égale à sigma sur 4π epsilon 0. Donc, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, on aura donc moins cosinus de θ à prendre entre 0 et θ max. J'ai oublié ici K. Fois, donc D de phi, la primitive de D de phi, attention, la primitive de D de phi, c'est phi. Parce que la dérivée de phi, c'est D de phi. Donc, ça va être phi qui va être pris entre 0 et 2π. Voilà. Donc, finalement, on aura et le vecteur K. On aura E égale à sigma sur 2 epsilon 0. Donc, moins cos de θ max moins cosinus de 0. C'est bon? Multiplié par 2π. 2π moins 0. K. Donc, voilà. On y va. On aura donc E égale sigma sur 2π epsilon 0 moins cos de θ max moins ça fait plus cos de 0 c'est 1. Donc 2π moins 0 ça fait 2π K. Donc si nous réglons l'expression, nous aurons 2π sigma. Donc là c'est 4π. Pourquoi j'ai mis 2π? C'est 4π. Voilà. Sur 4π epsilon 0 facteur de 1 moins cos de θ max K. En simplifiant les 2π, je me retrouve avec sigma sur 2 epsilon 0 1 moins cos de θ max K. Voilà l'expression du champ E. Donc le champ E créé en un point M, voilà, en un point M de l'axe de révolution. Voilà. Donc voilà ce qui a été demandé. Maintenant, ça c'est le E en M, je précise, c'est E en M. On n'a pas dit, ça c'est E en M en général. Voilà. On va essayer de déterminer, parce que c'est sur l'axe. C'est sur l'axe. Donc on va essayer de déterminer, parce que l'axe de révolution possède donc deux